Quel est le sens du voyage ? Que dit-il de nos rapports au monde ? Qu'est-il en mesure d'apporter à nos vies déjà bien remplies ? Peut-il être une voie d'émancipation pour celles et ceux qui l'engagent ? Peut-il redéfinir les manières de se rencontrer et de faire société ? Quelles peuvent être ses existences dans le monde complexe d'aujourd'hui et celui que l'on désire pour demain ? Bonjour et bienvenue dans le podcast De Vive Voix. Je suis Anthony, la personne qui se pose toutes ces questions. Pour y répondre, je t'invite à sortir des sentiers battus du tourisme de masse. Partons ensemble à la rencontre de celles et ceux qui pensent et expérimentent le voyage différemment, afin de comprendre quel sens ils donnent à leur mise en mouvement. Accroche-toi bien à ton siège, à ta selle ou à tes bâtons. L'aventure sonore que nous allons vivre ne va pas te laisser indemne. Après tout, il n'y a pas de véritable voyage sans profonde transformation de soi et du monde. Romane s'est lancée dans un périple sans avion jusqu'au Sénégal depuis la France. Une route migratoire qu'elle parcourt librement en sens inverse. Romane a conscience de ses privilèges et de la force de son passeport. Sur son chemin, elle s'ouvre aux réalités et à leur complexité, tente de comprendre ce qui se joue ici et là, et ainsi développer une posture de voyage décoloniale, plus humble et respectueuse. Dans cet épisode, on revient notamment en profondeur sur ses expériences de voyage et de vie en Mauritanie. Ce pays méconnu du Sahel, héritier d'une culture berbère nomade, dont l'histoire est également marquée par la colonisation, fait figure d'exception dans la région. C'est au travers du regard ajusté et nuancé de Romane, enrichi de connaissances sociologiques et historiques, que l'on discute des réalités perçues sur ce pays aux multiples facettes, entre tradition et modernité. Belle écoute. Bonjour Romane, merci de m'accueillir chez toi ici à Lyon pour la réalisation de cette interview. Comment tu te sens ce matin ? Salut Anthony, merci à toi d'être venu, merci pour les croissants et le pain au chocolat. Écoute, je me sens bien, je suis ravie de partager mon expérience dans ton podcast aujourd'hui. Trop chouette, merci. Romane, tu as fait des études de commerce et à la suite de ça, tu as eu diverses expériences en tant que consultante, puis dans le management. En ce moment, tu es responsable d'édition au Petit Futé à Lyon, ce qui t'amène notamment à découvrir de chouettes cafés et restos à Lyon et dans la région. Tu as été amené à voyager en Europe et dans le monde à diverses reprises et tu as notamment vécu pendant 3 ans à Madagascar, entre 2020 et 2023. Peu après ton retour, et consciente d'avoir déjà pas mal pris l'avion, tu te lances dans un nouveau voyage pour rejoindre le Sénégal depuis la France et tu décides de t'y rendre en train, en bus, en bateau. Ces expériences de voyage plus lentes dans des pays dont le poids et l'histoire de la colonisation continuent à se faire sentir au présent t'amène aujourd'hui à déconstruire les récits et les pratiques des voyages réalisés par nous, occidentaux, pour mieux nous permettre de comprendre un peu ce qui se joue, nous imprégner des réalités de terrain et développer d'autres postures de voyage plus humbles et plus respectueuses. Pour commencer, je voudrais te demander quand te lances-tu dans ce voyage jusqu'au Sénégal et pour quelles raisons tu souhaites aller là-bas ? Alors effectivement, je me suis lancée dans mon voyage au Sénégal en 2023. Je voulais rejoindre un ami qui vivait à ce moment-là en Mauritanie. J'avais pour projet de voyager sur le long terme pour réduire effectivement mon empreinte carbone. Comme tu l'as dit, j'ai beaucoup voyagé grâce à mes parents quand j'étais petite. Du coup, j'ai beaucoup pris l'avion. Donc l'idée, c'était de partir sur un temps long. À la base, je voulais aller jusqu'au Togo et finalement, je me suis rendu compte qu'il était préférable d'aller jusqu'au Sénégal et de faire un aller-retour. Donc, je suis partie en novembre 2023 et je suis revenue en avril 2024. Et pour quelles raisons, justement, tu as décidé d'aller
que jusqu'au Sénégal et pas jusqu'au Togo? Est-ce que c'était une question de temps ou est-ce que c'était lié à ta sécurité ou à une autre raison? J'ai voulu finalement aller jusqu'au Sénégal seulement parce que j'étais contrainte aussi en termes budgétaires. Donc si j'allais au Togo, j'aurais dû prendre un avion pour revenir. Donc j'ai préféré finalement aller jusqu'au Sénégal, prendre le temps d'y aller et faire un retour avec le train et le bus. Donc tu démarres de Montpellier et tu te rends dans un premier temps à Tarifa en train, après être passé notamment par Algésiras, afin de rejoindre Tanger-Ville. Donc c'est des premiers trajets qui sont marqués par quelques imprévus. Est-ce que tu veux nous raconter les premiers jours de ce voyage? Oui, alors je suis partie de Nîmes pour rejoindre Montpellier. Je prenais un Ouigo de Nîmes et j'ai raté mon Ouigo. Le train devait être en retard, il a finalement été réavancé, enfin en tout cas il devait partir à l'heure et le contrôleur, la personne qui travaillait à la SNCF sur ce coup-là était super sympa puisqu'il m'a donné un nouveau billet. Je suis arrivée 2 minutes après le départ du train et du coup j'ai pu arriver à temps à Montpellier pour prendre mon train Renfe de Montpellier jusqu'à Madrid. De Madrid à Algeciras, j'avais un nouveau train qui lui est parti en retard, ce qui a fait que je suis arrivée à Algeciras assez tard dans la nuit et j'ai raté ma correspondance, donc mon bus qui partait d'Algeciras pour aller à Tarifa. Tarifa, ville de laquelle je devais prendre le bateau le lendemain pour aller jusqu'au Maroc. J'ai eu de la chance en arrivant à Algeciras puisque j'ai assez sympathisé avec une personne qui travaillait pour Flixbus. Et elle a vu du coup à 22h que j'étais toute seule avec mon sac à dos à Algeciras, ville qui est pas très accueillante pour être honnête. Et je trouvais que des hôtels notés 2 sur 5 sur Google et des hôtels de passe avec des commentaires et des avis pas très accueillants et pas hyper rassurants. Donc, elle a appelé un ami à elle qui tenait une petite auberge à côté d'Algeciras et je suis allée dormir chez cette personne. Il lui restait une chambre. Donc voilà, j'ai dormi là-bas et je suis repartie le lendemain à Tarifa avec le bus et c'est là que j'ai pris mon bateau pour aller de Tarifa à Tanger-Ville. Sachant qu'il y a plusieurs moyens de traverser aujourd'hui entre l'Espagne et le Maroc. La majorité des personnes partent d'Algeciras et arrivent à Tanger-Med. Tanger-Med qui est vraiment la zone portuaire qui est à plus d'1 heure de route de Tanger. Du coup, depuis Tanger-Med, il est assez difficile de rejoindre Tanger-Ville. Il y a une seule compagnie qui est celle que j'ai prise qui fait la liaison entre Tarifa, du coup au sud de l'Espagne, et Tanger-Ville. Ce qui nous permet d'arriver directement dans le centre-ville de Tanger. Donc là, tu arrives dans la ville de Tanger, au Maroc, sur la côte. Comment se passe l'arrivée dans cette ville? Combien de temps t'y restes? Est-ce que tu as le temps un peu de découvrir avant de parcourir un peu plus le Maroc? Ouais, alors l'arrivée, elle est assez incroyable pour moi, parce que forcément, tu mets le pied en Afrique. Après avoir traversé l'Espagne et vu des paysages franchement sublimes, j'ai été assez subjuguée par tout ce que j'ai vu depuis le train en Espagne. Quand je suis arrivée à Tanger, ça a pris un petit peu de temps, puisque tu dois passer les douanes et forcément tu changes de continent. La première impression que j'ai eue de Tanger, c'est une ville qui est hyper contrastée. T'as une grosse médina qui du coup surplombe la ville et tout un quartier beaucoup plus récent. Et tu vois les deux forcément quand tu arrives avec le bateau. La médina de Tanger, elle est toute blanche. C'est une ville qui est connue pour avoir été influencée au cours de l'histoire par les Espagnols. Mais du coup, je suis pas restée très longtemps à Tanger puisque j'étais un peu prise par le temps vu que je devais être en Mauritanie fin novembre. Parce que mon ami que je rejoignais quittait la Mauritanie après ça. Ouais, donc au final, tu devais pas mal enchaîner. Et à la suite, t'as pris des trains, c'est ça, jusqu'à Casablanca, Marrakech? Exactement, j'ai passé 2 jours à Tanger. J'ai eu le temps de visiter la Médina et ensuite je suis allée directement à Chefchaouen, une petite ville qui est assez touristique à côté de Tanger, qui est connue pour être une ville bleue. J'ai passé une journée à Chefchaouen, il y avait beaucoup de monde, je savais que je voulais pas y rester plus. Et ensuite j'ai pris un autre train jusqu'à Casablanca. Ensuite j'ai pris un TER, enfin ce qui ressemblerait chez nous à un TER. Et en arrivant à Marrakech, j'ai ensuite pris un bus qui du coup m'a emmené jusqu'à Dakhla. Dakhla, justement, qui est une ville qui se situe dans le Sahara occidental. Le Sahara occidental, c'est le nom donné par l'ONU, parce que c'est un territoire qui a un statut particulier. C'est un territoire non autonome, ça fait partie des 4 territoires non autonomes reconnus par l'ONU.
Et pour autant, c'est pas un territoire qui est reconnu en tant que tel par le Maroc. Est-ce que tu veux nous en dire plus sur la situation politique particulière de ce territoire? Ouais, alors c'est pas un territoire qui est reconnu par le Maroc parce que le Maroc considère que ça fait partie du territoire marocain. Effectivement, comme tu le disais, Anthony, c'est un territoire non autonome qui a obtenu aucun statut définitif sur le plan juridique après le départ des Espagnols qui étaient du coup présents au Sahara occidental, qui avaient colonisé le Sahara occidental. C'est d'ailleurs les Espagnols qui ont donné ce nom à ce territoire. Aujourd'hui, le territoire est revendiqué par le Maroc et par la République arabe sahraoui démocratique, qui a été créée par le Front Polisario, qui revendique le Sahara occidental aujourd'hui. Le Polisario, c'est un mouvement politique armé qui a lutté contre l'occupation espagnole à l'époque et qui est aujourd'hui soutenu par l'Algérie. Dans les faits, aujourd'hui, le Maroc contrôle 80% du Sahara occidental et notamment les centres urbains, donc comme Dakhla ou Laayoune qui est la plus grosse ville aujourd'hui du Sahara occidental. Le gouvernement marocain essaye d'inciter les Marocains à aller s'installer au Sahara occidental à coup de primes ou de salaires bien payés. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de faire en sorte pour le gouvernement marocain qu'il y ait plus de Marocains que de Sahraouis qui vivent sur le territoire. Quand j'étais à Dakhla, j'ai rencontré des Marocains et des Sahraouis. Le peu de Sahraouis avec lesquels j'ai discuté me disaient qu'aujourd'hui, leur langue, donc la langue amazigh, la langue berbère, est de moins en moins représentée et de moins en moins parlée au profit de la langue arabe, du coup, qui est parlée par les Marocains. Vu que la population sahraoui est de plus en plus faible en proportion dans la population. Est-ce que tu as ressenti justement des tensions sur le territoire entre les personnes marocaines, les personnes sahraouis, ou au final c'était différent? Est-ce qu'il y a des conflits en particulier au-delà de ce front Polisario? À Dakhla, en tout cas de mon point de vue et vis-à-vis de ce que j'ai vécu, les conflits n'ont pas été visibles. J'ai vu aucun Marocain et aucune personne sahraoui discuter de ce sujet devant moi. En revanche, j'ai une petite anecdote, j'avais créé un compte Instagram sur le voyage où j'ai mis en story, notamment en story permanente, différentes photos de mon voyage. Et j'avais décidé de faire une story permanente pour chaque pays que j'avais traversé. Donc j'en ai fait une pour le Maroc, une pour l'Espagne, une pour le Sénégal, une pour la Mauritanie et une pour le Sahara occidental, en me basant sur la définition qu'en a l'ONU. Et du coup, j'avais mis le drapeau du Polisario en story permanente. Et il y a 2 Marocains qui m'ont écrit vis-à-vis de ça, en me disant que je prenais des risques et qu'ils étaient complètement contre et qu'ils comprenaient absolument pas pourquoi j'avais représenté le drapeau du Polisario. Donc je pense que c'est assez représentatif aussi aujourd'hui dans la jeunesse marocaine de l'idée que sont les Marocains du Sahara occidental et surtout du fait que les Marocains considèrent qu'aujourd'hui c'est pas le Sahara occidental mais c'est vraiment le Sahara marocain. À Dakhla, du coup, qui est la ville la plus connue du Sahara occidental, j'ai passé 4 jours. C'est vraiment devenu la Mecque du kitesurf, aujourd'hui mondialement connu pour ça. Ça a été l'occasion de pratiquer un peu le kite et de développer un peu mes skills. Et ensuite, j'ai quitté Dakhla et du coup, j'ai repris le bus et je suis allée jusqu'à la frontière marocaine, donc du coup, pour sortir du territoire. C'est là que j'ai traversé le No Man's Land, qui est une bande de terre, plutôt de sable, de 4 km de large et qui permet de rejoindre la frontière mauritanienne. Et quelle est la particularité de ce No Man's Land? Le No Man's Land, du coup, c'est cette bande de désert de 4 km qui est contrôlée par le Front Polisario et qui est considérée par le Polisario comme une zone libre ou une zone tampon pour les autorités internationales. C'est une zone de non-droit qui n'appartient à personne et dans laquelle personne va venir te chercher si t'arrive quelque chose. Avant, elle se passait sous haute escorte militaire. Aujourd'hui, c'est devenu assez facile avec un passeport français de passer du côté marocain au côté mauritanien. Quand on sort de la frontière marocaine, on va passer différents contrôles de police. Et là, t'as un petit van qui t'attend et qui récupère les personnes qui sont sorties du Maroc, qui traverse du coup ce No Man's Land et qui t'emmène à la frontière mauritanienne. Tu disais que c'était simple pour une personne qui a un passeport français de traverser cette zone. Est-ce que ça l'est tout autant pour les personnes marocaines, par exemple? Alors, forcément non. Déjà, il faut
bien prendre en compte la force de notre passeport français, ce qui fait qu'aujourd'hui, au Maroc, on n'a même pas besoin de visa. En Mauritanie, on a besoin d'un visa qui est payant. Aujourd'hui, cette route qui relie le Maroc au Sénégal, c'est aussi une route migratoire. Donc forcément, il n'est pas simple pour des personnes qui auraient un passeport moins puissant de faire la route, encore moins dans le sens inverse. Sur le retour, donc dans le sens inverse, quand je suis revenue du Sénégal, j'ai pris une voiture en Mauritanie avec plusieurs personnes et notamment un Sénégalais. Et le Sénégalais a réussi à sortir de Mauritanie. On est sortis ensemble. Je me rappelle qu'on a passé la frontière pour quitter le territoire mauritanien ensemble, mais je l'ai jamais revu quand on a voulu passer la frontière pour rentrer au Maroc. Donc je sais pas ce qu'il est arrivé. Je sais pas si c'était volontaire entre guillemets qu'il sorte avec nous de Mauritanie. Ensuite, il a pris une autre route sur ce territoire qui appartient au Front Polisario, donc avant de rentrer au Maroc, ou s'il a été refusé à l'entrée au Maroc. J'ai pas su ce qu'il était arrivé, mais donc voilà, c'était pour illustrer le fait, même si tout le monde est conscient de ça, que c'est pas forcément si évident et que ça dépend beaucoup de la force de son passeport et de notre nationalité. Tu mentionnais tout à l'heure la ville de Laayoune, qui est située au nord du Sahara occidental et qui est proche de la côte, et elle est proche d'un archipel bien connu qui s'appelle les Canaries, un territoire espagnol, une porte d'entrée de l'Europe. Et au nord de la Mauritanie, peu après cette zone de non-droit, se trouve la ville de Nouadhibou. Et c'est notamment l'une des villes de départ vers les Canaries pour nombre de personnes d'Afrique de l'Ouest qui fuient la misère et les violences tout en rêvant d'un avenir meilleur. Et ces personnes montent à bord de petites embarcations bondées et tentent de rejoindre les côtes des Canaries pour rentrer en Europe, car elles n'ont pas de papier pour le faire autrement et effectivement pas ce passeport français très puissant. Et donc, c'est aujourd'hui l'une des routes migratoires les plus empruntées. Toi qui parcours justement cette route, qui est aussi une route migratoire en sens inverse, est-ce que tu t'es rendu compte à ce moment-là de ce contraste ? Comment tu te positionnes par rapport à ça ? Et comment tu voyais les choses à ce moment-là et comment tu le vois peut-être aujourd'hui avec du recul ? Je pense que tu prends conscience assez vite, dans tous les cas, de ton privilège, dû forcément à la force de ton passeport, mais aussi à ton privilège de couleur de peau, puisqu'il ne faut pas oublier que du coup j'ai fait la route d'Europe vers des pays qui étaient anciennement colonisés. Je suis allée jusqu'au Sénégal qui faisait quand même partie de l'Afrique occidentale française, et d'un regroupement aujourd'hui de pays qui étaient d'anciens pays colonisés par la France. Et je pense que tout au long du voyage et au long de la route, ce qu'il est important de faire, c'est de toujours rester humble et faire preuve d'humilité en restant conscient des privilèges que je viens de citer. Je pense que c'est un sujet qui est ultra important et je trouve ça chouette qu'on puisse en parler dans ce podcast. Le fait de prendre conscience aussi du poids que peut avoir son histoire, l'histoire de son pays sur le voyage et le fait de voyager, parce qu'au final c'est pas neutre. Des rapports de domination qu'il y a eu dans le cadre des relations de la France avec ces pays anciennement colonisés. Et d'une certaine manière, ta présence rappelle ça, rappelle cette histoire, rappelle ces rapports de domination. Donc je pense que c'est hyper important d'en avoir conscience quand on voyage et de comprendre aussi ce qui peut jouer dans les relations avec les populations locales. S'il y a des tensions, de pouvoir comprendre ce qui se joue, de comprendre que, en l'occurrence, c'est pas nécessairement en lien avec la personne. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent se jouer aussi à ce niveau-là, donc je trouve ça intéressant d'en parler et d'en prendre conscience. Est-ce que tu veux nous en dire plus justement sur ces rapports entre la France et ces pays ? Effectivement, tu parles des rapports de domination dont il faut être conscient. Ils découlent d'une histoire commune entre les pays anciennement colonisés et la France. Et surtout, ces rapports de domination, ils persistent aujourd'hui sous une autre forme. Mais le privilège dont j'ai joui pendant le voyage, c'est finalement le résultat de cette histoire. Je pense qu'en tant que personne de nationalité française, on est un vecteur au cours de ce voyage. Donc on peut être associé et renvoyé à notre blanchité, et parfois même à notre lien avec les colons qui étaient avant présents dans le pays. Mais on peut aussi représenter une personne qui du coup se démarque complètement de ce rapport de colonisation pour
adopter une posture plus humble et plus déconstruite vis-à-vis aussi des populations locales. L'idée, c'est d'être libéré de toutes les attentes ou de tous les a priori qu'on peut avoir avant d'arriver dans le pays et qui sont souvent des a priori construits et reposent sur des biais néocoloniaux. Et en tant que voyageur, on est aussi vecteur d'une nouvelle forme de relation à inventer aujourd'hui et à l'avenir entre les pays anciennement colonisés et la France, ancien pays colonisateur. Et cette nouvelle relation, elle s'invente et elle prendra forme en créant une certaine intimité pour vraiment comprendre et ôter l'opercule occidental avec laquelle parfois on voit les choses, pour être en mesure de créer des liens profonds avec une culture différente de la nôtre, souvent très éloignée et qui pourtant relève d'une histoire malheureusement commune. On va avoir l'occasion justement d'approfondir un peu plus quels ont été tes vécus dans ces différents pays. Là, on va reprendre un peu le fil du voyage avant justement d'aller dans cette profondeur. Tu arrives en Mauritanie et tu rejoins assez vite la capitale, Nouakchott. Tu en profites pour retrouver ton ami qui vit là-bas à ce moment-là. Du coup, est-ce que c'est la première fois que tu mets les pieds en Mauritanie ? Oui, c'est la première fois que je mets les pieds en Mauritanie et pour être honnête, il y a 3 ans en arrière, jamais j'aurais pensé aller en Mauritanie parce que c'est pas forcément un pays dont on parle beaucoup ou qu'on connaît peu en tant que Français. Enfin, c'est vrai que c'est un pays dont on parle peu parce qu'on parle pas mal du Maroc, de l'Algérie, voire même du Sénégal, effectivement, du fait de ces liens dont on a parlé coloniaux, et pourtant la Mauritanie était un territoire qui faisait partie aussi de cet empire français en Afrique de l'Ouest. La France a aussi occupé ce pays pendant la première moitié du XXe siècle. La Mauritanie a obtenu son indépendance en 1960. Effectivement, quand on pense à la Mauritanie, peut-être qu'il y a un certain nombre de personnes parmi nous qui peuvent se dire « Ah, c'est un pays qui fait peur », où il y a des enjeux de sécurité parce que c'est un pays qui fait partie de la région du Sahel. Et dans cette région-là, qui fait tampon entre le désert saharien et la zone saoudienne plus au sud, plus composée de savanes, donc qui fait ce tampon entre deux géographies différentes, est une région qui est marquée notamment par des crises humanitaires, par un certain nombre de conflits, des conflits dans lesquels l'armée française s'est engagée aussi un certain nombre d'années, notamment au Mali, au Tchad, etc. Et pourtant, la Mauritanie fait peut-être un peu figure d'exception dans cette région. Est-ce que tu veux nous en parler un peu plus ? Alors oui, Anthony, t'as raison. La Mauritanie, c'est un pays qui fait peur parce que je pense qu'on est assez peu documenté. On est beaucoup documenté sur ce qui se passe dans la région et un peu moins sur chaque pays en particulier. Donc forcément, ça a fait peur à pas mal de monde quand j'ai dit que j'allais en tant que femme seule jusqu'au Sénégal en traversant la Mauritanie. Cependant, comme tu le dis, le pays fait un peu figure d'exception. C'est un pays qui a pris des mesures drastiques. Le gouvernement mauritanien a mis beaucoup de choses en place pour lutter contre le terrorisme et sécuriser le pays, notamment vis-à-vis d'AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Aujourd'hui, quand on traverse la Mauritanie, on se rend compte qu'il y a énormément de barrages de police pour justement savoir quelles sont les personnes qui circulent dans le pays et pour endiguer le terrorisme et faire en sorte que le territoire national soit sous contrôle. L'idée, c'est de connaître évidemment l'identité des personnes qui circulent. Le gouvernement a aussi mis en place, créé un groupe de la garde nationale mauritanienne qui s'appelle les méharistes. Et on les considère un peu comme les sentinelles du désert. Ils sont à dos de dromadaires et ils vont dans des régions très très désertiques et assez reculées du pays, notamment dans l'Est. C'est souvent les seuls contacts qui permettent de donner des nouvelles de Nouakchott aux populations mauritaniennes de l'Est du pays. Ces sentinelles du désert, elles circulent, comme je disais, en dromadaire, dans des régions très difficiles d'accès, où aucun véhicule ne peut aller. Et ces hommes armés sont vraiment reconnus
pourrait être un atout majeur du pays pour sécuriser le territoire face à la menace terroriste. La Mauritanie a connu un âge d'or, notamment grâce au tourisme jusqu'en 2007. Et en 2007, s'est produit un drame. Il y a eu une attaque d'un groupe de voyageurs à Alleg qui a sonné un peu le glas de la destination. Évidemment, complétée par les exactions d'AQMI sur le sol algérien qui ont continué dans les années 2010 avec des débordements sur le territoire du Niger, du Mali, évidemment l'intervention française qu'on connaît au Mali et le terrorisme en Libye qui a vraiment marqué la fin du tourisme dans le désert saharien. Depuis peu, la Mauritanie est quand même reconnue dans le coin pour être un pays relativement sécurisé par rapport aux autres. Du coup, ça permet à certains touristes d'être rassurés et de revenir depuis quelques années faire du tourisme, notamment dans l'Adrar. L'Adrar qui est une région au nord-est de la Mauritanie. Donc tu passes 10 jours en Mauritanie, on va avoir l'occasion d'y revenir dessus. La suite de ton voyage s'écrit au Sénégal pendant 2 mois. On ne va volontairement pas parler de cette expérience-là parce que tu as eu l'occasion de la relater dans le cadre d'un autre podcast, Bourlinguer. Donc j'invite toutes les personnes qui nous écoutent et qui voudraient découvrir ce chapitre à écouter l'épisode 113 du podcast Bourlinguer. Ce serait une chouette façon de te retrouver là-bas. Et en l'occurrence, on a choisi de prendre le temps d'aller plus en profondeur sur ce pays qui est la Mauritanie, que tu as eu l'occasion de découvrir pendant ces 10 jours, mais que tu as eu l'occasion aussi de découvrir à d'autres reprises en restant plusieurs semaines, plusieurs mois dans ce pays. Donc on va prendre le temps de voir quelles sont les relations que tu entretiens avec ce territoire en particulier. Est-ce que tu peux du coup me parler de ces premiers pas en Mauritanie ? Quelles sont les premières choses que tu découvres de ce pays quand tu y arrives ? Mes premiers pas en Mauritanie, en fait, ça a été dans un van, puisque du coup, c'était en sortant du No Man's Land. Je suis rentrée en Mauritanie, donc j'ai pris un nouveau bus, un petit bus dans lequel on était un petit peu entassés. Et pour le coup, j'ai dû rentrer en Mauritanie vers 16h. Donc on s'est arrêté sur le chemin à l'heure de la prière. Tout le monde est descendu du bus pour prier. Et donc je suis arrivée à Nouakchott, la capitale, après avoir traversé pendant 5 heures de Nouadhibou à Nouakchott, quasiment que du désert. Je suis arrivée de nuit à Nouakchott, c'est là que j'ai retrouvé mon ami. Donc j'ai vraiment découvert la Mauritanie et la capitale que le lendemain. Le lendemain, quand on est allé se balader du coup à Nouakchott et que j'ai découvert à quoi ressemblait la capitale, j'ai été assez surprise de voir à quel point la population était diversifiée et à quel point il y avait 2, voire 3 groupes ethniques très présents en Mauritanie. La particularité de la Mauritanie, elle se situe sur ces 2 modes de rattachement. Le premier, du coup, qui permet d'associer la Mauritanie au groupe plus large de pays associés au Maghreb, qui du coup fait de ce pays un pays nomade qui s'est sédentarisé. Et le second mode de rattachement, c'est celui qui associe la Mauritanie au groupe Afrique occidentale et donc à l'administration coloniale française de l'Afrique occidentale, parce que la Mauritanie a été implantée sur ce modèle-là, avec des personnes qui composent la Mauritanie, qui ont des caractéristiques physiques qui ressemblent davantage aux Africains de l'Ouest, des Sénégalais, des Guinéens. Et en l'occurrence, en Mauritanie, en tout cas à Nouakchott, capitale quand même, donc qui est assez révélatrice des composantes socio-culturelles qui composent la Mauritanie, on voit vraiment différentes personnes et qui parlent même des langues différentes. Le hassania, c'est la langue officielle, qui est du coup un dialecte de l'arabe, mais en Mauritanie, il existe 30% des personnes qu'on appelle les négro-mauritaniens, qui sont des personnes d'ethnies différentes, Peul, Soninké, Wolof, Poulard, et qui, eux, parlent même une langue différente de celle officielle, à savoir le hassania. Et quand les pays ont obtenu leur indépendance, la Mauritanie est devenue à nouveau un pays dans lequel il a fallu trouver une capitale, puisque la capitale de l'Afrique occidentale, avant, c'était Saint-Louis. Et du coup, ils ont décidé de nommer Nouakchott en 1960, année de l'indépendance, comme étant la capitale, et notamment pour y implanter les structures administratives et politiques.
Elle est sortie de terre ou de sable, et en 60 ans, il y a 1 million de personnes qui ont afflué dans la ville, alors qu'à l'époque, il fallait payer très cher les fonctionnaires pour qu'ils acceptent de vivre dans un endroit perdu entre l'océan et le désert. C'est une capitale qui a beaucoup évolué, du coup en 60 ans, qui s'est énormément modernisée et qui a été construite un peu au fil des sécheresses connues dans le pays. En 1968, il y a eu une énorme sécheresse qui a été à l'origine d'une forte exode rurale et qui a du coup constitué la première vague de migration dans la capitale, complétée par une autre, il me semble, en 1975, et qui a du coup marqué vraiment Nouakchott comme étant la ville principale du pays. C'est une ville qui s'organise entre un port de pêche, donc face à l'océan, et qui est adossé au désert, avec des dunes de sable à perte de vue côté est. La première chose qui surprend à Nouakchott, c'est que c'est une capitale qui est recouverte de sable et qui s'articule autour d'artères principales appelées les goudrons. Donc chaque rue principale a un nom forcément, mais souvent on utilise même goudron pour définir la rue. C'est une ville qui est assez contrastée, puisqu'au nord, au fil du temps, il y a de plus en plus de villas luxueuses et de quartiers résidentiels qui se sont créés, alors qu'au sud, on reste sur des habitats de fortune, des quartiers très populaires. Ce qui est assez surprenant quand on découvre la ville, c'est vraiment cette ambivalence de richesse qui est très très visible. On a ce qu'on appelle des gazras, qui sont des petites maisons faites en toile et construites à la main, qui sont vraiment des habitats précaires et qui se situent juste à côté de grandes maisons très, très riches. Souvent, ce sont les personnes qui ont construit les maisons riches, qui vivent dans ces habitats précaires et qui y restent ensuite en famille. Ça peut être des gardiens ou juste des personnes qui, du coup, ont élu domicile ici et sont ensuite jamais reparties. La ville, en 60 ans, elle est passée d'une centaine d'habitants à 1 million de personnes. Donc la transformation a été très rapide. Ce contraste entre une ville hyper moderne et une ville traditionnelle, il se constate aussi dans la façon qu'ont les personnes de conduire, puisque certains Mauritaniens disent souvent avec humour que la ville est passée du chameau au Lexus en 50 ans. Je pense que c'est la première fois que je constatais, j'ai quand même pas mal voyagé en Asie, en Amérique du Sud et même en Afrique après avoir vécu 3 ans à Madagascar. Et c'est la première fois que je constatais un code de conduite aussi aléatoire. Les Mauritaniens conduisent très doucement. Typiquement, on va passer au feu rouge, on va s'arrêter quand le feu est vert, on va mettre son clignotant à droite pour tourner à gauche. Enfin voilà, il n'y a vraiment aucun code de la route en Mauritanie et c'est assez surprenant à voir. C'est intéressant justement ce que tu dis, que en fait, cet afflux de population il était lié à différents facteurs et qu'il y a eu cet exode rural en raison de famine, en raison de sécheresse, etc. Et donc des personnes qui ont troqué un mode de vie nomade basé sur la transhumance pour aller s'installer en ville et découvrir un mode de vie sédentaire. Et c'est là où je trouve intéressant ton exemple du code de la route, c'est que dans le désert, il n'y a pas forcément de route, ou alors c'était différent, et il y a eu un troc du mode de déplacement peut-être en chameau à des 4x4, etc. Et c'est marrant de voir ces ambivalences qui se jouent dans cette capitale-là qui a grandi vite. Justement, c'est ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant en Mauritanie, c'est cette difficulté à mettre Nouakchott dans une case. C'est très difficile de la définir entre tradition et modernité, parce qu'il y a des choses à Nouakchott qu'on constate et qui restent à la fois très très traditionnelles, quand une partie de la population a vraiment accès à des références, j'ai envie de dire presque très libérales ou capitalistes, des gros 4x4, beaucoup de SUV, beaucoup d'iPhone, beaucoup d'accès à la technologie en un sens, et en même temps très peu de magasins comme on pourrait en avoir dans d'autres capitales qui ont connu une forte expansion. On n'a pas de building à Nouakchott, il y a très peu, comme je le disais tout à l'heure, de routes goudronnées. Et il y a toujours une majorité de la population qui est habillée en habits traditionnels, que ce soit pour les femmes en mélarfa, qui sont du coup des tissus traditionnels
qui ressemble à un voile, mais de la tête aux pieds, en laissant souvent des cheveux apparaître, et qui sont très 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 colorés. Ce sont vraiment des habits magnifiques et qui colorent vraiment la ville. Et pour les hommes, les boubous traditionnels, qui sont de couleur blanche ou bleu clair, qui sont magnifiques aussi. Ce qui fait que du coup, quand on est piéton à Nouakchott, on voit un carnaval de couleurs dans la ville. C'est assez incroyable. Donc ces tissus traditionnels qui sont portés par les habitants côtoient des voitures 4x4 et des iPhones dernier cri. Oui, justement, t'expliquais qu'il y avait différentes ethnies qui cohabitaient dans ce pays. Donc potentiellement aussi différentes formes de traditions. Différentes croyances, différentes visions du monde. Est-ce que tu as perçu cette diversité-là dans les traditions de ce territoire ? Alors, dans les traditions, je ne pense pas, parce que j'ai pas été assez proche pendant un temps long d'une composante sociolinguistique spécifique. Mais je vais peut-être plus parler, entre guillemets, de la sociologie mauritanienne et de comment se compose la société. C'est assez difficile de faire des recensements et de donner des chiffres concrets, puisqu'il existe peu de statistiques ethniques en Mauritanie. Mais ce qui s'est passé au lendemain de l'indépendance, c'est que le pays était composé à majorité de Maures. Les Maures, ce sont les Arabo-berbères, qui sont composés des Maures blancs, appelés les Baïden, et d'Aratines, qui sont les Maures noirs. Historiquement, les Aratines sont les anciens esclaves des Maures blancs. Et aujourd'hui, on distingue toujours deux catégories au sein de cette population. On distingue les Maures blancs d'un côté, les Maures noirs de l'autre. Ils composent entre 60 et 70% de la population mauritanienne aujourd'hui. Les 30 à 40% restants sont appelés les négros mauritaniens, et c'est ceux dont je parlais tout à l'heure. Ces ethnies davantage originaires de l'Afrique de l'Ouest, composées des Poulards, des Soninké, des Wolofs, qui parlent, eux, des langues différentes de l'arabe hassania. J'ai été davantage en lien avec des personnes négro-mauritaniennes, puisque ce sont davantage eux qui travaillent, par exemple, dans les restaurants ou dans les cafés en tant que serveurs. Moi, connaissant une personne qui tient un restaurant à Nouakchott, j'ai du coup rencontré ces personnes. J'ai fait du couchsurfing aussi en Mauritanie. Il y avait très peu de personnes qui pratiquaient le couchsurfing. Et j'ai logé chez une personne Maure blanche qui du coup vivait avec sa famille au nord de Nouakchott. Dans cette famille, il y avait du coup ses frères et sœurs, sa mère, ses parents, et une personne qui vivait avec la famille qui était du coup Aratine, donc Maure noire, et qui était la domestique de la famille. Aujourd'hui, dans le pays, le pouvoir économique qui continue d'être détenu par les Baïden, donc les Maures blancs. Et il faut savoir que les Aratines continuent aussi à être socialement défavorisés en tant que descendants d'esclaves blancs, même s'ils se sont bédanisés culturellement. Mais ce qu'on se rend compte aussi, c'est ce que tu m'expliquais en off, c'est que c'est un peu trois castes différentes, parce que c'est une société qui est très hiérarchisée. Et cette hiérarchie, elle se base sur la différenciation ethnique, au final. Effectivement, aujourd'hui, le pouvoir économique continue d'être détenu, comme je disais, par les Maures blancs. La population noire a très peu de levier de pouvoir. Aucun président, pour l'instant, de la Mauritanie n'a été noir. Et les terres continuent d'être possédées par les Maures blancs. Pareil pour le pouvoir économique et les grandes entreprises. Il faut savoir qu'en Mauritanie, l'esclavage a été aboli en 1981. C'est, il me semble, le dernier pays du monde qui a aboli l'esclavage officiellement. Aujourd'hui, il existe toujours un tribunal contre l'esclavage en Mauritanie, et l'esclavage et le racisme sont vraiment deux réalités qui persistent dans le pays. On est passé d'une dépendance pure à une dépendance soft, qui en fait est davantage une dépendance économique. C'est-à-dire qu'au sein des familles assez aisées en Mauritanie, il y a toujours des familles aratines, donc Maures noirs, qui vivent et qui restent dépendantes de la famille parce qu'elles ont eu peu d'accès aux soins, peu d'accès à l'éducation.
Du coup, ce sont d'anciens esclaves qui aujourd'hui sont affranchis, mais continuent de vivre avec ces familles et d'en être dépendantes parce qu'elles n'ont aucun moyen de vivre et d'atteindre un certain niveau de vie dans la société mauritanienne. Cette hiérarchisation sociale et cette stratification sociale qui existe en Mauritanie, elle est le résultat d'un racisme systémique et d'un construit social. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les personnes de classe supérieure sont éduquées en pensant qu'ils sont supérieurs et au-dessus des autres. Et ils continuent de penser qu'ils ont le droit de disposer de l'intégrité physique et morale de quelqu'un d'autre. C'est ce qui se passe dans certaines familles entre les morts blancs et les morts noirs. Pour parler de mon expérience personnelle, quand j'ai été dans cette famille en couchsurfing, j'ai effectivement constaté un rapport de domination très fort entre les personnes qui vivaient dans la maison et les domestiques qui se rapprochaient presque de personnes esclaves qui étaient vraiment les subordonnés des personnes qui leur donnaient des ordres de façon parfois très très impolie. Ce qu'on voit en ce moment émerger en Mauritanie, c'est un mouvement fort de contestation de cette oppression des Noirs dans le pays. Il y a un mouvement politique qui s'appelle Biram et qui agrège des jeunes libéraux, des personnes athées aussi, des afroféministes et des personnes noires, et qui revendique une rhétorique de libération au sens large et qui revendique des droits qui seraient les mêmes pour tous vis-à-vis de l'éducation, de la santé. Ces discriminations, elles touchent davantage les femmes, qui sont encore plus victimes que les autres esclaves de la privation de droit à l'éducation et à la santé, parce qu'elles sont aussi victimes de viols à répétition et de violences physiques et sexuelles. Donc ça, c'est des réalités que tu as pu percevoir quand tu étais là-bas en Mauritanie ? Oui, c'est une réalité que j'ai perçue en étant dans cette famille de morts blancs. Et plus largement, c'est une réalité dont tout le monde parle en Mauritanie, qui est vraiment omniprésente dans la société. Et ce sujet de l'esclavage, il reste, et par les ONG et par la société civile, très très important dans les discours dominants. Et concernant les femmes, il y a énormément à dire en Mauritanie, parce qu'on est dans un pays où la place de la femme, elle est assez paradoxale. C'est le pays musulman dans le monde qui compte le plus grand nombre de divorces. Et aujourd'hui, en Mauritanie, divorcer, c'est quelque chose de joyeux. Des grandes fêtes qui sont organisées quand une femme divorce. Il existe même un marché des divorcés où les femmes vont revendre tous les meubles qui ont été achetés avec l'ancien mari. Elles vont complètement vider la maison et revendre l'intégralité des objets qui composaient la maison pour se faire de l'argent après un divorce. Quand une femme divorce, logiquement, un mari est censé donner suffisamment d'argent le temps qu'elle trouve un nouveau mari. Et c'est souvent l'occasion d'une grande fête. Donc c'est assez surprenant parfois quand on compare à nos sociétés occidentales, nous qui faisons du divorce quelque chose de honteux parfois presque et de triste. En Mauritanie, c'est totalement l'inverse. Après, c'est important de nuancer quand même ce statut de la femme mort, puisque ça reste quand même une image d'Épinal de penser que la femme mauritanienne disposerait de plus de droits et de liberté que les hommes. La question du genre reste quand même très très importante dans les formes d'oppression dans le pays. Tu m'expliquais aussi que cette capacité à divorcer, elle se situe plutôt chez les femmes mortes blanches plutôt que dans le reste de la population. Effectivement, cette façon de concevoir le divorce comme quelque chose de très jovial et non stigmatisé, ça demande quand même un certain pouvoir économique de la famille, de la femme. Cette place libérale des femmes, elle existe seulement dans les couches supérieures et elle présuppose un niveau économique important. Il faut prendre en compte, je pense comme dans toute société, c'est le cas en France aussi, la notion d'intersectionnalité, qui est du coup l'accumulation des facteurs discriminants pour une femme. Aujourd'hui, la femme blanche en Mauritanie, elle n'a pas forcément les mêmes besoins que la femme noire. La femme noire, elle va être doublement discriminée, déjà par sa couleur de peau, aussi par le fait qu'elle soit victime de racisme et anciennement esclavagisée. Donc elle subit une triple couche de discrimination. Et il
y a une pratique dont j'avais jamais entendu parler et qui est une spécificité des sociétés Maure et Touareg, qui est la pratique du gavage des jeunes filles. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette pratique coercitive et en quoi elle consiste ? Oui, bien sûr. Alors, le gavage des petites filles, c'est une pratique ancestrale qui, à la base, était censée éviter le vol des petites filles et qui était synonyme de richesse, un peu comme ça a pu l'être à l'époque dans nos sociétés européennes. Plus on était bon en point, plus on était riche. Pour expliquer un petit peu cette pratique, ça commence après la chute des premières dents de lait, donc moment de sociabilisation notamment pour les petites filles. Et elle se fait de moins en moins aujourd'hui, mais elle pouvait aller avant jusqu'à l'absorption d'une 15aine de litres de lait pendant la période de lactation des chamelles. L'idée, c'était de renforcer une passivité qui était déjà recherchée par l'ablation du clitoris, donc par l'excision qui se pratique dans pas mal de pays africains, et de donner à la petite fille des caractéristiques physiques qui la faisaient paraître plus âgée et donc qui permettaient un mariage précoce. En étant plus en bon point, elle présentait des caractéristiques qui lui donnaient quelques années de plus et qui lui permettaient d'être mariée avec quelqu'un de plus vieux. Ces deux pratiques, l'excision et le gavage des petites filles, elles s'ancrent complètement dans l'apprentissage de la subordination féminine. Et aujourd'hui, elles sont quand même de moins en moins répandues. Elles sont souvent critiquées en Mauritanie, au sein de la société civile et des ONG. Et elles se pratiquent plus dans toutes les composantes de la société mauritanienne. En l'occurrence, comme tu le disais, c'est encore répandu dans la société arabo-berbère, donc chez les Maures, blancs ou noirs. Et ça l'est chez les négro-mauritaniens, particulièrement chez les Soninké. Je vais citer maintenant un article justement qui parle de cette pratique de Corinne Fortier qui s'appelle « Corps féminin, gavage et male gaze dans la société Maure de Mauritanie » et qui justement complète un peu l'apport que tu peux en faire. Traditionnellement, le gavage consistait à donner une grande quantité de lait de façon coercitive et répétée afin de transformer le corps de celle qui n'était encore qu'une enfant en un corps de femme désirable. Si le gavage s'apparente à un rituel d'embellissement, on ne peut nier sa dimension violente sur le corps des femmes. La réalisatrice Michela Ochipinti s'interroge avec justesse sur les fondements du gavage et leur similitude avec d'autres pratiques corporelles occidentales. Comment les modèles sociétaux, qui sont souvent imposés par les désirs masculins, peuvent-ils à ce point influencer la condition des femmes dans le monde ? Peut-on dire que les femmes mauritaniennes sont proches des femmes d'ailleurs qui s'imposent des régimes et des opérations de chirurgie esthétique ? En effet, non seulement la pratique du gavage peut être mise en perspective avec les régimes drastiques que s'imposent les femmes en Occident, mais aussi avec les opérations de chirurgie esthétique, telles que la chirurgie d'amaigrissement, puisqu'elles ont pour finalité commune de sculpter le corps féminin selon un idéal esthétique qui valorise la grosseur dans le cas du gavage, ou la minceur dans les autres cas. Le rapprochement de ces opérations chirurgicales avec le gavage fait sens dans la mesure où les unes comme les autres ont pour dénominateur commun d'être fondées sur des valeurs androcentrées visant à modeler le corps féminin selon un idéal masculin. Cela vient relativiser le grand partage effectué entre les sociétés où les femmes auraient la liberté de choisir ses interventions et les autres où elles leur seraient imposées. En effet, la question du choix est tout à fait relative puisque ces diverses pratiques, au-delà de leurs différences culturelles et de leur degré de technicité, relèvent fondamentalement de l'aliénation du corps féminin au désir masculin, au male gaze. Je trouve que cette citation, elle est hyper intéressante parce qu'elle permet vraiment de prendre du recul et d'éviter de tomber non seulement dans le jugement un peu facile de la pratique qui effectivement est violente et sans pour autant se dire qu'elle n'est pas moins différente d'autres pratiques qu'on ne jugerait pas forcément en Occident en se disant que les femmes sont libres de disposer de leur propre corps et d'avoir cette rhétorique-là et de justement condamner cette autre pratique, alors qu'au final, ce qui était intéressant de lire aussi dans l'article, c'est que cette pratique, elle a été imposée, elle l'est toujours, mais dans un certain nombre de cas, certaines femmes se l'obligent à elles-mêmes ou le font pour des valeurs esthétiques et pour se sentir désirables. Donc au final, je trouve ça intéressant de vraiment
pouvoir prendre du recul et se dire qu'il y a des questions systémiques qui dépassent complètement les traditions ou les cultures. Oui, Anthony, tu as complètement raison d'appuyer sur ce point, puisqu'on aurait tendance, nous, à trouver cette pratique rétrograde et à avoir un jugement de valeur sur la pratique, alors qu'en réalité, cette pratique, elle résulte d'un système patriarcal dans lequel on vit quasiment tous, que ce soit en France ou en Mauritanie. Et on peut effectivement mettre cette pratique en parallèle avec des injonctions que subiraient les femmes occidentales aujourd'hui, comme tu le dis, vis-à-vis de la chirurgie ou vis-à-vis de cette recherche de beauté et de minceur parfois aussi. En réalité, il s'agit de discrimination et d'injonctions dont nous sommes toutes en tant que femmes victimes. Et c'est important de ne pas trop voir cette pratique avec son regard occidental, dans le sens où aujourd'hui, en Occident, pour les Mauritaniens, on va valoriser l'expression de l'individualité, un peu dans toutes ces manifestations concevables, alors que dans la société maure, on va associer au féminisme une capacité à manipuler le désir des hommes, voire à en tirer le meilleur parti en ayant recours, par exemple, à un jeu de séduction ou de refus, ce qui est considéré en Mauritanie comme la preuve d'une grande intelligence féminine, et ce qui n'est pas le cas chez nous en Europe. Je trouve qu'il y a un exemple qui est assez parlant sur ce sujet, c'est ce qu'on appelle l'autonomisation des femmes, qui relève quand même du jargon de l'ONG, qui est souvent critiqué, notamment en Mauritanie, comme un outil d'émancipation des femmes pour répondre à des besoins libéraux et très productivistes qui seraient en fait définis par le capitalisme et qui ne seraient pas des besoins vraiment définis par les femmes elles-mêmes, les femmes locales, et qui répondraient au bien-être des femmes elles-mêmes. La modernité à laquelle on pense aujourd'hui dans notre modèle de société, elle définit et elle associe au féminisme la capacité de choisir pour soi-même et notamment de disposer d'un pouvoir économique qui permette à la femme de vivre sans dépendre de son mari. Aujourd'hui, la modernité qui a touché la Mauritanie et le développement au sens où on l'entend, il n'a pas forcément été bénéfique pour la femme maure. Par exemple, l'exode rural qu'a connu la Mauritanie après les sécheresses et l'émigration masculine vers les pays arabes exportateurs de pétrole, toujours dans ce contexte capitaliste, ça n'a pas forcément bénéficié au féminisme. Il y a eu une certaine régression du statut féminin avec l'urbanisation. En fait, la disparition des métiers ruraux au profit de métiers citadins qui sont davantage masculins, ça a été associé à une perte d'autonomie féminine. Les femmes qui avant possédaient davantage de troupeaux sont vues perdre des biens matériels. Et là encore, je trouve que c'est un bon exemple pour toujours mettre en parallèle notre conception du féminisme à celui au sens où on l'entend en Mauritanie. Sans pour autant porter un jugement de valeur, sans dire quel féminisme doit être celui qui prévaut sur l'autre. Je pense que le féminisme, c'est répondre à des besoins concrets des femmes, définis par les femmes elles-mêmes. C'est ça le plus important. Il y a forcément des besoins qui se retrouvent et qui sont les mêmes entre une femme européenne et une femme mauritanienne, celui d'être libre, de choisir, de donner la vie, etc. En revanche, il ne faut pas qu'on confonde les besoins productivistes associés à notre façon de penser le développement avec les besoins des femmes mauritaniennes qui vivent, par exemple, dans le désert. Je trouve ça intéressant d'aborder ce sujet-là, de voir toutes ces nuances et ces ambivalences pour dire que c'est important, justement, quand on est voyageur ou voyageuse et qu'on arrive dans un autre pays, et en l'occurrence peut-être sur un autre continent, de se rendre compte qu'il y a d'autres visions du monde qui existent, il y a d'autres manières d'être au monde, d'autres croyances, et qu'elles sont très diverses, et qu'on ne peut pas mettre les choses dans des cases, étiqueter, catégoriser. Et du coup, de faire preuve d'humilité et de tolérance, et plus de se dire « Ok, j'arrive et j'essaye de comprendre ce qui se passe, et je ne juge pas ». Un comportement ou une pratique à partir de notre schéma de pensée
occidentale qui est basée sur une vision du monde naturaliste, qui est basée aussi sur des schémas de pensée capitalistes, productivistes, etc. Tu as raison, c'est toujours important de remettre nos perceptions dans un certain contexte historique. Et en l'occurrence, au Sénégal, par exemple, j'ai rencontré beaucoup de personnes et on est souvent, en tant que Français au Sénégal, renvoyé à notre blanchité, due à l'histoire coloniale, ce qui n'est pas forcément le cas en Mauritanie. Donc en Mauritanie, c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup aimé voyager dans ce pays. Il faut vraiment se libérer de toutes les attentes qu'on peut avoir parce qu'en fait, il n'y a rien qui va vraiment pouvoir être vérifié ou qui va répondre à des clichés qu'on aurait avant d'arriver. En l'occurrence, en Mauritanie, contrairement au Sénégal par exemple, les Mauritaniens ont moins ce qu'on appelle avec de gros guillemets le complexe du pays colonisé. Il y a 3 raisons qui expliquent ça. C'est qu'au lendemain de l'indépendance en 1960, la France n'a pas gardé de base militaire dans le pays. La Mauritanie, comme le Mali, sont sortis de la zone franc CFA. Le Mali est revenu et la Mauritanie est restée à créer sa monnaie, l'ouguiya, et aujourd'hui utilise toujours l'ouguiya. Et la dernière raison, c'est cette sociologie de la population dont on parlait avec ce rapport de domination qui existe déjà au sein de la société mauritanienne entre les morts blancs et les morts noirs. Donc ces 3 raisons expliquent le fait qu'on soit moins renvoyé à sa posture de blanc en Mauritanie que dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. Là, je viens de parler de la différence du rapport à la blanchité. Après, il faut quand même être assez objectif. Il reste quand même un lycée français et une ambassade de France qui trône au milieu de la ville. Donc cette histoire coloniale, on la ressent quand même. Mais vis-à-vis de mon expérience, notamment avec mon ami, j'ai fréquenté beaucoup d'expats. Quand j'y suis retournée aussi, j'ai rencontré en fait davantage d'expatriés que des Mauritaniens vraiment. Et aujourd'hui, en tant qu'expat ou que voyageur, on a ce que j'apprécie en Mauritanie, c'est le rapport qu'ils ont par exemple avec les prix pratiqués pour les touristes. En l'occurrence, c'est très cher, tu vois, d'aller faire un tour de bateau, alors que ça coûte rien, mais ils considèrent que la valeur associée à cette activité, elle vaut autant d'ouguiya. Et du coup, il y a vraiment je sais pas comment expliquer ça. Tu sais, ce rapport à... Il n'y a pas d'illusion quant à la valeur de l'argent. Parfois, tu peux avoir des expats ou des voyageurs qui vont râler parce que quelque chose est plus cher pour les touristes que pour les locaux. Mais ce qui m'a marqué du coup en Mauritanie, c'est la façon dont on propose de montrer la culture mauritanienne ou de proposer ce qu'on appellerait des activités. Par exemple, il existe j'ai particulièrement aimé un endroit qui s'appelle le Banc d'Arguin, qui est un parc national protégé et inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et dans ce parc, des pêcheurs, donc Imragen, c'est un peuple de la mer, en fait, en Mauritanie, qui s'appelle du coup Imragen, et qui vit de la pêche, et qui propose des sorties en lanche, donc des bateaux traditionnels, pour aller pêcher au large de la Mauritanie. Et ces excursions, pour réutiliser une sémantique assez touristique, elles coûtent très cher. Et dans d'autres pays, ça passerait absolument pas. D'autres pays qui connaissent du tourisme de masse ou alors qui voient un afflux de touristes assez important arriver chaque année, les prix seraient forcément remis en question par les Occidentaux et tout le monde crierait au prix trop cher. En Mauritanie, c'est complètement normal parce que les pêcheurs et les Mauritaniens eux-mêmes considèrent que c'est un prix qui est justifié par l'exclusivité de cette activité et par le fait que ce soit extrêmement rare de pouvoir partir sur un bateau traditionnel sans touristes et d'aller pêcher au large. Et c'est plus juste forcément parce que nous, on croit souvent que la valeur associée à $1, elle est la même pour la population que pour nous. Et du coup, on va crier au scandale quand on voit 2 prix différents entre le prix résident et le prix touriste. Et moi, je trouve ça complètement justifié et complètement normal. Ouais, parce que le niveau de vie est pas le même. Le niveau de vie est pas le même et ils gagnent absolument pas la même chose. Le SMIC est 5 ou 10 fois inférieur à celui de la France. Donc, c'est complètement normal qu'on paye des prix plus forts. Et ça se ressent quand on parle à d'autres touristes qui, eux, vont souvent se vanter au Maroc, par exemple, d'avoir payé une bière à 2 ou 3 euros et en être très fiers. Et c'est ces mêmes touristes contre lesquels je suis un peu énervée, qui parfois vont crier au scandale sur des prix différents pour eux que pour la population locale. Et en Mauritanie, on
va pas forcément cocher des cases comme on peut le faire dans certains pays. Déjà parce qu'on a moins de représentation via les réseaux sociaux, etc. Donc ce que j'ai constaté, moi personnellement, en fréquentant avec mon ami ou avec d'autres personnes expats sur place en Mauritanie, c'est que les personnes qui voyagent dans le pays vont souvent être déçues d'une certaine ville ou d'un voyage, parce qu'ils vont avoir l'impression que c'est pas assez grandiose ou que c'est pas assez instagrammable. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve quand on n'arrive pas à se libérer de cet opercule et de ces œillères qui nous font valider en fait des représentations qu'on aurait déjà et qui s'inscrivent dans la volonté de seulement cocher des cases pour se dire qu'on a vu telle ou telle chose. Je pense que si on voyage en Mauritanie, il faut vraiment laisser advenir et ne s'attendre à rien pour être surpris constamment. Et c'est ce que tu as essayé de faire un peu quand tu t'es rendu dans le pays? Ouais, complètement. Après, malheureusement, on peut pas se rendre partout. Aujourd'hui, sur le territoire, il y a des zones qui sont encore rouges et du coup qui sont déconseillées, voire interdites pour les personnes étrangères. Mais les endroits que j'ai préférés en Mauritanie au cours de mon voyage sont en fait ceux qui sont les moins référencés et conseillés par tout ce qui est agence touristique ou par les touristes eux-mêmes qui reviennent de Mauritanie. Et on a beaucoup parlé de la Mauritanie. On a fait un petit peu avec Anthony un focus du coup sur ce pays parce que pour revenir à mon expérience personnelle, quand je suis partie du Sénégal et que je suis repassée par la Mauritanie pour revenir au Maroc, j'ai rencontré une personne d'origine libanaise qui vit en Mauritanie et qui est née, dont les parents ont toujours vécu en Mauritanie et qui est de nationalité française, mais qui considère aussi la Mauritanie comme son pays, forcément, puisqu'elle y a vécu toute sa vie. En liant un lien assez étroit avec cette personne, j'ai découvert une réalité, avec de gros guillemets d'un point de vue mauritanien. Il faut savoir que cette personne appartient à une couche supérieure de la société en tant qu'étrangère et en fréquentant des expatriés et des personnes avec un niveau social assez élevé en Mauritanie. Et c'est du coup cette proximité qui m'a poussée à m'intéresser davantage à la Mauritanie, au pays, à ses enjeux sociaux, aux difficultés socio-économiques du pays. Et c'est un peu de là que me sont venues toutes ces interrogations. C'est aussi le fait de fréquenter des expatriés qui se posent pas forcément toutes ces questions sur la posture à adopter quand on vit étranger dans un pays ou quand on est juste voyageur. Je retire du coup de mon expérience en Mauritanie 2 choses, puisque j'ai vécu des expériences qui sont assez différentes. Une, par exemple, en couchsurfing, comme j'en parlais tout à l'heure, où j'étais dans une famille de morts blancs mauritanienne, et donc qui m'a proposé d'aller au café pour faire une chicha. Là, j'ai été confrontée à une des réalités mauritaniennes, celle du coup de la place des femmes, puisqu'il y a plusieurs de ses amis qui ont refusé de me serrer la main, vu que j'étais une femme. Et dans ce café, on y a été à 16h, j'étais la seule femme de tout le café. Et donc là, forcément, ça m'a renvoyée à ma place de femme. J'ai découvert une réalité qui est très différente de celle que j'ai découvert ensuite en étant proche de quelqu'un qui a du coup grandi en Mauritanie, mais d'origine libanaise et qui a la nationalité française, qui appartient encore à une autre catégorie de la population et qui a des codes complètement différents. Et c'est un peu ce qui ressort du pays, c'est que j'ai l'impression qu'il y a vraiment plusieurs réalités au sein d'un même pays, en fonction de la composante à laquelle on appartient, en fonction de ses origines, en fonction de sa couleur de peau et en fonction de son mode de vie. Et du coup, pour parler un peu de la suite, est-ce que tu as envie de repartir une nouvelle fois en Mauritanie ? Alors repartir, pourquoi pas, j'y pense. Après se pose toujours cette question de l'avion où il faut avoir beaucoup de temps et décider d'y aller par la route, mais ça prend quand même 10 jours. Si on veut se laisser le temps de dormir ailleurs que dans un car ou dans un train. C'est une question que je me pose et une question à laquelle je réfléchis. Trop chouette, hâte de suivre un peu plus
les liens que tu continues à tisser avec ce territoire. On verra ce qui se fait ou ce qui se fait pas. Mais en tout cas, merci beaucoup Romane d'avoir pris le temps de justement parler de ton expérience de voyageuse dans ces pays, de parler de la posture du voyageur ou de la voyageuse et comment on peut justement adopter une posture plus humble, plus respectueuse en prenant conscience de ses privilèges et de l'histoire coloniale de ces pays en lien avec la France. Il y a forcément plein de sujets qu'on avait travaillé, qu'on n'a pas eu le temps d'aborder. Forcément, en une heure, on ne peut pas aborder tous les sujets, mais peut-être que ce sera l'occasion d'en parler à d'autres occasions plus tard. Mais en tout cas, merci Romane pour ce témoignage très riche, très intéressant. Et je pense qu'on a appris beaucoup de choses. Je te souhaite du coup de passer une belle suite de journée. Et je te dis à bientôt. Merci Anthony, à bientôt, c'était un plaisir d'échanger et à bientôt pour la suite. Merci beaucoup à toi d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a inspiré. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager autour de toi, je t'en serai très reconnaissant. Nous voici à la croisée des chemins. L'occasion de se rendre compte qu'il n'existe pas de voie toute tracée quand on parle de voyage engagé, mais bien d'une pluralité de vives voix. Ce témoignage peut-il nous inciter à nous mettre en mouvement à notre tour ? Faire du voyage un outil pour se reconnecter au vivant et agir ensemble ? Un nouveau départ nous attend. Alors, faisons le premier pas.